l'intensité des symptômes demeure l'un des principaux facteurs qui différencient le rhume de la grippe et de la COVID-19. On recherchera aussi si cette personne a été en contact avec un cas positif de COVID-19. Tout à l'heure, le professeur Douagui a beaucoup insisté devant cette situation. L'oxymètre de pouls devient un outil très, très indispensable dans le stade de consultation pour mesurer la sévérité de la COVID-19. C'est cette mesure qui déterminera notre décision à prendre, soit envoyer, adresser le malade à l'hôpital, donc si la saturation est inférieure à 90%, sinon traiter en ambulatoire s'il a une bonne saturation. Ceci est d'autant plus si le patient est âgé, obèse et ou présente des comorbidités. Une attention particulière doit être accordée aux personnes à haut risque de complications telles que les femmes enceintes, l'hypertension, le diabète, les malades chroniques des voies respiratoires, les cancers, une faiblesse immunitaire due à une maladie ou à des traitements, une obésité de classe 3. De là, on se doit de poser des diagnostics de confirmation de la COVID-19 en fonction des moyens dont nous disposons, bien sûr. L'idéal, c'est de faire une PCR qui nous permettra de détecter l'ARN du virus, de faire une TDM thoracique, de faire des examens biologiques. Mais dans la pratique, chez nous, dans notre constatation quotidienne, vu l'insuffisance des tests dans la plupart des régions, seule la TDM est demandée, et ceci uniquement dans les formes modérées à sévères des symptômes de la COVID. Quand le diagnostic de COVID-19 est posé, il est important d'isoler le patient et de prévenir au maximum les potentiels cas contacts. Et les conditions d'isolement du patient à son domicile sont évaluées en prenant en compte plusieurs facteurs tels que l'autonomie du patient, la présence de ou des personnes à risque de forme sévère de COVID-19 à son domicile. À quel moment doit-on passer la main? Il faut adresser sans plus tarder le patient via un service spécialisé quand il y a apparition d'un ou des signes de gravité, tels que, je n'ai pas trop insisté, le professeur Douagui en a parlé, des suppléments, une désaturation, un cyanose, des tachycardies, l'hypotension, signes neurologiques, etc. Le médecin joue aussi un rôle important dans le suivi du patient à sa sortie de l'hôpital. Il doit entre autres surveiller les paramètres cliniques, la toux, la fièvre, saturation, la dyspnée, la fatigue, l'anosmie, la geusie. Il doit surveiller d'éventuelles apparitions de symptômes neurologiques. Il doit surveiller les symptômes, les paramètres biologiques, les paramètres radiologiques. Il doit aussi apporter son soutien psychologique. Il faut prendre en compte les dépressions post-Covid. Il faut aussi insister sur l'utilité de la rééducation respiratoire pour les patients TD1 plus de 50% afin de permettre un bon fonctionnement de la fonction respiratoire. La prévention, un mot sur la prévention. Comme pour toute maladie virale, dès l'apparition des premiers symptômes, il est impératif de limiter les contacts et isoler le malade jusqu'à la disparition totale des symptômes. Deuxièmement, la vaccination, donc, deuxième moyen de prévention, c'est la vaccination qui constitue le moyen de prévention le plus efficace pour prévenir la COVID-19 et la grippe, en complément, bien sûr, des mesures barrières telles que la distanciation sociale. On ne cessera jamais de le répéter, le lavage des mains, le port obligatoire du masque, éviter au maximum les contacts, tousser et éternuer dans son pli de coude, utiliser les mouchoirs en papier, etc. Éviter l'activation en été dans des lieux publics. Le nombre réduit de doses vaccinales, la menace de l'arrivée d'une nouvelle variante et d'une troisième vague nous impose à tous le respect, le maintien de la vigilance et le strict respect des mesures barrières. Les médecins de premier recours auront un rôle à plusieurs niveaux. Premièrement, diagnostic, donc les critères cliniques,
qui permettent donc de différencier ces pathologies, une confirmation biologique et radiologique. Les médecins auront un rôle aussi au niveau du triage. Parmi les patients, il faut identifier ceux qui nécessitent des investigations complémentaires, scanner thoracique, PCR, ou une hospitalisation en raison de l'infection elle-même ou de comorbidité. Il a un rôle aussi au niveau du traitement, au niveau de l'accompagnement. Il doit prodiguer des conseils de recommandation, mesures d'hygiène et confinement, un soutien psychologique, un rôle dans le suivi des patients post-hospitalisation, un rôle dans la prévention. Dans certains pays, les médecins généralistes sont impliqués dans les campagnes de vaccination de masse. Et il doit jouer aussi un rôle dans la sensibilisation de la population. En conclusion, aussi, l'implication forte des médecins de premier recours dans la prise en charge de la grippe, du rhume et de la COVID-19 est essentielle, tant en raison de l'ampleur présumée de l'enjeu que de la compétence de ces médecins à y répondre. La majorité des patients atteints de rhume, de grippe ou de Covid relèvent de prise en charge en ambulatoire. L'examen clinique, incluant notamment la mesure de la situation en oxygène, confirme ou infirme la décision de la prise en charge en ambulatoire. Et comme l'a dit tout à l'heure le professeur Douagui, aujourd'hui, plus qu'hier, et bien moins que demain. Ce qu'on est en train de dire aujourd'hui est mieux que, c'est mieux que le début en 2020 et ce sera peut-être obsolète d'ici 2022. Et je vous remercie pour votre attention. Sans plus tarder, donc, après ma communication, professeur Douagui, je vais donner la parole donc, à professeur Binabadji. Professeur Binabadji, vous êtes avec nous? Oui, très bien, merci beaucoup. Vous allez nous parler donc de la biologie. Quels sont les examens biologiques? Vous allez détailler un peu plus ça, un peu plus en clair, s'il vous plaît. Vous avez la parole, professeur Binabadji. Merci beaucoup. Oui, merci, monsieur le Dr Tafat, pour votre conférence. Donc, je vais passer au diagnostic biologique d'une infection SARS-CoV-2, grippe et rhume, pour essayer de faire la différence entre les trois. Je commence rapidement par parler du rhume, parce que le rhume est une infection virale des voies respiratoires, donc supérieure, gorge plus nez. Il existe plus d'une centaine de virus qui peuvent causer le rhume. Le plus fréquemment, c'est un rhinovirus qui est responsable, il est prévalent toute l'année. Alors, le professeur Douagui l'a dit, ne nécessite pas de confirmation virologique, donc la clinique déjà, on peut déjà soigner. Mais actuellement, nous sommes en pandémie. Donc, vous savez que même pour le rhume, il y a certains signes qui sont les mêmes que l'infection au Covid. Donc, il faut éliminer une infection Covid. Et pour ça, il faut effectuer des analyses biologiques de diagnostic du Covid. On verra tout à l'heure le type d'analyse qu'il faudrait faire. Pour la grippe, c'est une infection virale aussi touchant tout l'appareil respiratoire. Elle est causée par le virus de l'influenza. Le plus souvent, l'infection grippale ne nécessite pas de confirmation virologique, c'est-à-dire en dehors de la pandémie Covid. Le Covid est venu. Il faut donc, là aussi, essayer d'éliminer une infection Covid plutôt que de donner le diagnostic d'une grippe, biologiquement parlant. Alors, le virus de la grippe, ou myxovirus influenza, appartient à la famille des orthomyxoviridae. On distingue trois genres ou types de virus, le virus influenza A, B et le virus influenza C. Le virus influenza A, c'est le virus qui est responsable des pandémies de grippe actuellement. Alors, la structure du virus de la grippe, c'est un virus de type ARN simple, membrane segmentée. Il possède une capside de symétrie hélicoïdale, une enveloppe lipidique et des protéines virales. Le génome viral est associé à une protéine, une nucléoprotéine qu'on appelle la protéine NP, et c'est les déterminants antigéniques qui se trouvent au niveau des protéines NP qui définissent le sous-type du virus A, B ou C.
L'hémagglutinine joue un rôle donc, déterminant dans l'infection grippale. Elle participe au tropisme du virus pour essayer de la bronchite. Donc, elle se fixe aux acides sialiques, acide 1-acétyléraminique, des ciliés de l'arbre que vous voyez sur le dessin, donc l'endroit où se fixe l'hémagglutinine. Alors, cette hémagglutinine, elle est trimérique, elle est transmembranaire, elle porte les déterminants antigéniques permettant de différencier les sous-types H1 à H16. Il faut savoir que seuls H1, H2 et H3 sont pathogènes chez l'homme. Il faut savoir aussi que ces hémagglutinines sont les cibles d'anticorps neutralisants. Donc, c'est contre eux qu'on va fabriquer des anticorps. Ils jouent un rôle dans l'adhésion et l'entrée du virus dans la cellule hôte. Quant à la neuraminidinase, elle a une forme tétramérique en forme de champignon. Elle porte des déterminants antigéniques qui permettent de différencier des sous-types de N1 à N9, et seuls N1 et N2 sont pathogènes chez l'homme. Là aussi, ils sont la cible des anticorps neutralisants et jouent un rôle dans la libération de nouveaux virus formés. Quels sont maintenant les outils qu'on peut utiliser pour faire le diagnostic d'une infection grippale? Vous avez d'abord les tests unitaires rapides. Vous avez l'immunofluorescence indirecte, directement sur les échantillons respiratoires. On a aussi les cultures cellulaires, donc isolement viral en culture cellulaire, et on fait une immunofluorescence indirecte pour mettre en évidence le virus. Vous avez aussi la recherche du génome viral par RT-PCR, donc c'est la même chose que pour toutes les RT-PCR, et donc du Covid aussi. Et vous avez les techniques sérologiques qui ne sont pas très intéressantes pour le diagnostic. Alors, pour cette biologie, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, pour ces techniques biologiques, il faut faire un échantillonnage du nez chez les adolescents et adultes et qu'on retrouve, donc qu'on refait facilement pour faire récupérer la matière pour faire l'analyse biologique. Vous avez l'aspiration rhinopharyngée chez les enfants et vous avez le liquide de lavage broncho-alvéolaire quand les personnes sont hospitalisées en réanimation et intubées. Alors la technique test rapide, c'est une technique immunochromatographique efficace au début de la maladie, donc dans les 24 heures. Pourquoi? Parce que c'est au moment où la charge virale est plus importante, où il y a beaucoup de virus. C'est une technique qui a une faible sensibilité, avec de nombreux faux négatifs, surtout quand le prélèvement est réalisé trop tardivement ou mal réalisé. Donc, vous voyez ici le schéma en bas, vous voyez comme des cassettes sur lesquelles se trouve l'anticorps et on ajoute l'antigène et on voit s'il y a une barre de couleur qui apparaît pour montrer la positivité de la technique. Vous avez ensuite l'immunofluorescence indirecte, directement sur les échantillons respiratoires là aussi. Le test est relativement rapide, 2 à 3 heures, simple, mais peu sensible. Et selon les anticorps monoclonaux que vous utilisez, on peut avoir le type de typage grippe A ou B. Vous avez le schéma donc en bas à droite où vous voyez une fluorescence quand c'est positif. On peut faire aussi une culture cellulaire, culture d'un échantillon respiratoire, qu'on va déposer soit sur les cellules de rein de chien ou sur un œuf embryonné. C'est une technique très sensible et spécifique. Elle permet l'étude des souches. Typage là aussi, on peut le faire par séquençage et retrouver aussi la variabilité des souches. Le résultat se fait au moins en 3 jours. Donc, ce n'est pas très intéressant parce que s'il faut attendre 3 jours pour faire le diagnostic, vu l'évolution soit du Covid, soit de la grippe, ce n'est pas intéressant. Alors, pour la dernière technique, c'est la RT-PCR, à partir d'un échantillon viral respiratoire, extraction de l'ARN viral, transcription inverse. C'est une technique qui est sensible et très spécifique. Le typage AB est possible et différenciation des sous-types viraux. Malheureusement, le coût est beaucoup plus élevé que les autres techniques. Quant aux techniques sérologiques, aucun intérêt en pratique quotidienne et ça n'a qu'un intérêt que dans les études épidémiologiques.
Le SARS-CoV-2, maintenant, nous allons nous intéresser au SARS-CoV-2. C'est un coronavirus issu de la famille des coronaviridae, possède un génome ARN monocaténaire très long de 29 903 nucléotides, typique des bêta-coronavirus. Il est entouré d'une capsule de protéines en forme de couronne, d'où son nom coronavirus. Et ce qui est intéressant donc à voir, ce sont les différentes protéines qui existent dans le SARS-CoV-2. La première protéine, c'est la protéine S, qui est la protéine spike ou de pointe, qui est une protubérance de la couronne des particules virales, péplomère, site de liaison, donc c'est à ce niveau-là que se fait le site de liaison avec les récepteurs cellulaires, l'enzyme de conversion à la leucine 2. Vous avez aussi la protéine E qui correspond à l'enveloppe, vous avez la protéine M qui est la membrane, puis la protéine N qui est une nucléocapside qui enveloppe et protège l'ARN viral. L'ensemble des protéines S, E et M constituent l'enveloppe virale. Alors, nous allons voir ici, donc, vous avez je disais la protéine S, le spike, vous avez la protéine E qui se trouve dans la membrane, vous avez le génome ARN, vous avez l'enveloppe, et donc c'est ce que je viens de vous expliquer maintenant, les différentes protéines. Alors tout d'abord, nous allons essayer d'ouvrir une parenthèse pour parler des variants, puisqu'on a parlé des protéines, et c'est au niveau de ces protéines qu'il va y avoir une mutation. Alors, les mutations, c'est un résultat de processus naturels. Pourquoi? Parce que ça permet au virus d'évoluer et de mieux se propager. Il va s'adapter à la situation de son environnement. Les virus ARN sont connus par leur fréquence élevée de mutation, même si les mutations de la grippe sont beaucoup plus élevées que les mutations du Covid. Les trois variants actuellement qui sont à la mode, on en parle beaucoup, c'est le variant anglais, le variant sud-africain et le variant brésilien-japonais. En fait, c'est un variant qui a été retrouvé chez des Brésiliens qui sont arrivés au Japon. Bon, on va dire plutôt variant brésilien. Et on essaie de surveiller ça pour voir dans quelle mesure les diagnostics seront faits et dans quelle mesure les vaccins seront refaits. Alors, le variant anglais, il appartient à la lignée B117. On retrouve de très nombreuses mutations dans la spicule, dans le spike. Il existe 23 modifications génétiques, 20 mutations et 3 délétions, 14 mutations non synonymes. Donc, le changement de nucléotides va changer donc les acides aminés associés. Les 6 mutations synonymes, le changement nucléotique n'affecte pas les acides aminés associés. Et nous avons, donc au niveau de ce variant anglais, une mutation extrêmement importante, c'est la mutation N501Y, où on voit une tyrosine qui remplace l'asparagine en position 501. Et l'importance de cette mutation fait que c'est l'endroit où il y a un contact direct avec le récepteur à l'enzyme de conversion à l'angiotensine 2. Ce contact direct va accroître l'affinité de la protéine S pour ce récepteur. Toujours dans le variant anglais, nous avons la mutation P681, donc qui est une histidine qui va remplacer une proline. C'est une mutation qui est voisine du site de clivage de la furine, qui se trouve donc au niveau de la protéine de pointe. Elle catalyse l'une des 2 étapes de maturation de la protéine S, indispensable à la fusion entre la membrane virale et cellulaire. Donc, actuellement, donc, la furine, cette enzyme qui coupe de façon physiologique, certaines hormones, certains compléments, par exemple, vous avez aussi l'hormone de croissance, mais va se mettre à couper donc, le spike et va accroître le contact, si vous voulez, avec l'enzyme de conversion. Vous avez aussi la délétion H69V70 dans la partie N-terminale de la spicule qui multiplie par 2 l'infection et diminue la sensibilité aux anticorps. Vous voyez ici donc ces trois
trois mutations du variant anglais, la P681H, le 6970 délétion et la N501Y au niveau de la spicule. Le variant sud-africain, il appartient à la lignée B1351 et vous avez trois mutations importantes, le KK417P, qui est une tréonine qui remplace une lysine, et vous avez le E484K, qui est une lysine qui remplace l'acide glutamique. On retrouve aussi le N501Y, qui est c'est la mutation qu'on retrouve dans le variant anglais, et donc cette tyrosine va remplacer là aussi une asparagine à la position 501. Il n'y a pas de délétion dans la partie N-terminale de la protéinase S, donc la délétion 69-70H n'est pas retrouvée dans le variant sud-africain. Pour le variant brésilien, il appartient à la lignée P1. Ce variant possède 17 mutations et 3 délétions. Il a en partage la mutation K417T avec le variant sud-africain et E484K, qui lui aussi semble réduire la vulnérabilité du virus aux anticorps. On retrouve là aussi le N501Y qui est retrouvé chez le variant anglais et chez le variant sud-africain. Alors, quels sont les examens biologiques qui permettent le diagnostic du COVID? Donc, il y a bien sûr la RT-PCR, c'est l'examen direct de mise en évidence du virus, toujours par prélèvement nasopharyngé. Vous avez la RT-PCR, qui est détection directe du génome viral par amplification enzymatique. Elle est spécifique et reproductible, comme pour celle du virus. Vous avez les tests antigéniques, qui sont là aussi les tests immunochromatographiques, qui peut être intéressante. Et en deuxième temps, vous avez les tests de détection indirecte de l'infection. Et vous avez là des prélèvements sanguins, puisque c'est des tests sérologiques. Et là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Justement, nous allons commencer par éliminer les tests sérologiques pour le diagnostic. Ils recherchent la présence dans le sang d'anticorps dirigés contre le SARS-CoV-2, IgM, ou IgG, ou IgM, IgG, IgA. Ces tests déterminent si la personne a été infectée par le virus au cours des semaines précédentes. Ces tests donc, ne permettent pas de faire le diagnostic précoce de l'infection, puisqu'on ne sont intéressants qu'après une dizaine de des signes cliniques. Alors, la RT-PCR qu'on va utiliser pour le diagnostic du COVID, c'est une PCR ou reverse transcriptase PCR, qui est une technique qui permet de faire une PCR à partir de l'échantillon d'ARN. Alors, en général, la PCR se fait à partir de l'ADN, mais là, on va avoir une étape en plus, puisqu'on va avoir une retranscription grâce à la transcriptase inverse d'une ADN complémentaire et à partir de l'ARN. Et cet ADN complémentaire, c'est sur elle qu'on va faire la PCR. Nous avons aussi la technique de QRT-PCR, donc on va pouvoir quantifier un type d'ARN initialement présent dans un échantillon et pour voir la charge virale. Quand est-ce qu'on peut faire une RT-PCR pour le diagnostic de COVID? On l'a fait donc quand il y a d'abord une suspicion d'infection avec le COVID avec des symptômes dans les 7 premiers jours. En général, c'est le maximum de la charge virale. Vous avez l'investigation de cas contacts, éventuellement, les enquêtes dans les cas d'infection groupée, c'est les clusters, et vous avez aussi le dépistage au sein de structures d'hébergement collectif, genre cité universitaire, EHPAD ou autre. Et vous avez bien sûr le dépistage actuellement obligatoire avant de voyager à l'étranger. Alors, il faut savoir que ce test peut avoir des faux négatifs quand le prélèvement est mal fait. Donc, on peut utiliser par exemple des tiges avec du coton au bout, et là, ce n'est pas recommandé, ça peut donner des faux négatifs parce que le prélèvement sera mal fait. S'il est fait au mauvais moment, lorsque le matériel prélevé est insuffisant, lorsque le transport de l'échantillon est mal approprié, ou bien sûr, le cas plus intéressant est lorsqu'il y a une mutation du virus, et là, ça pose une problématique selon les amorces qu'on va utiliser pour faire le diagnostic. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des faux positifs quand il y a une contamination de votre prélèvement. Pour les tests antigéniques, vous avez
tests, ce sont des tests, donc je vous disais, immunochromatographiques par immunocapture sur membrane. Et vous voyez quelles sont les protéines qui sont mises en évidence, la pointe S, donc le spike, ou bien la protéine N, la nucléocapside. Le prélèvement est nasopharyngé. Et quand est-ce qu'on le fait? On le fait quand le patient a des symptômes évocateurs. En fait, c'est dans les 4 derniers jours de la symptomatologie. C'est au moment donc, où la charge virale est élevée. Quand la personne n'a pas de signe clinique, il n'est pas intéressant de faire le test antigénique. Donc, il est inutile chez les personnes sans symptômes à titre de dépistage individuel. Ce test antigénique, on a le résultat, on va dire, en 30 minutes, à peu près 30 à 60 minutes. Il a une très bonne spécificité. Ce test antigénique négatif ne signifie pas qu'il n'existe pas de virus. Il se peut qu'il y ait une faible sensibilité et il se peut que ce soit un faux négatif. En résumé, un test antigénique positif, c'est une infection à la COVID-19. Un test antigénique négatif, le résultat est indéterminé. Un test antigénique négatif n'apporte qu'une fausse sécurité. Probablement qu'il faudra faire une RT-PCR si les signes cliniques persistent. Vous voyez ici une cassette sur laquelle on fait un test antigénique et vous voyez quand il y a une barre rouge, c'est qu'il y a une positivité. Alors, quand est-ce qu'on fait les différents tests? Vous avez, dans le premier cas, vous avez des symptômes COVID-19. Il faut faire soit un test antigénique dans les 4 premiers jours, suivant l'apparition des symptômes, surtout quand la RT-PCR ne peut être fait ou ne peut être obtenue en moins de 48 heures. On peut, cas particulier, des personnes qui présentent un risque de développer une forme grave de COVID. Donc, si les tests antigéniques est négatif ou non interprétable, on est obligé de le contrôler par une RT-PCR et consulter votre médecin traitant. Il faut savoir qu'on peut travailler sur les tests, sur les prélèvements nasopharyngés, mais s'il y a une impossibilité ou une difficulté à faire ce prélèvement, on peut faire ça sur un autre échantillon. Ça peut être, en général, c'est la salive. Si vous n'avez pas de signes cliniques, donc là, à ce moment-là, si vous êtes personne contact, on peut faire, si vous êtes isolé au sein d'un cluster, un test RT-PCR. Si vous n'êtes pas un cas contact, personne contact, il n'est pas nécessaire de faire de test, sauf si on organise un dépistage ciblé au sein d'une université, chez les soignants, dans un hôpital ou dans les EHPAD, par exemple, dans des structures qui hébergent des personnes âgées. On fait à ce moment-là aussi des tests antigéniques. Alors, on voit ici les courbes d'évolution des différentes techniques par rapport à l'évolution du virus et des anticorps. Alors, si on voit que le SARS-CoV-2, donc à la semaine -2, vous avez été contaminé, à partir de la semaine -1, vous pouvez avoir donc, la possibilité de faire une PCR, vous avez le virus à votre niveau, et ça va augmenter jusqu'à la première semaine après l'apparition des symptômes, et ensuite ça va diminuer au fur et à mesure jusqu'à disparaître à partir de la semaine X, on va dire semaine 5, 6e semaine. Les anticorps apparaissent à partir on va dire, du 7e, 9e jour pour les IgM, donc qui vont augmenter, et puis à partir de la 4e semaine, ça va commencer à diminuer. Les anticorps IgG prennent le relais à partir du 14e jour, et là aussi ils vont augmenter, et c'est ceux qui restent le plus longtemps. Vous avez donc ici une interprétation des analyses qui ont été faites. Donc, si vous avez des symptômes, une RT positive, donc présence de symptômes cliniques, RT-PCR positif, IgM négatif, IgG négatif, vous êtes dans l'infection aiguë. Si vous pouvez ne pas avoir de symptômes, mais la RT-PCR est positive, les IgM positifs, les IgG positifs, l'infection aiguë aussi. Si vous avez des symptômes RT-PCR positif, IgM plus ou moins et IgG plus ou moins, infection aiguë. Et enfin, si vous n'avez plus de symptômes,
vous avez une RT-PCR positif, IgG, IgM plus ou moins, vous êtes dans une infection aiguë. Donc, vous voyez, à partir du moment où la RT-PCR est positive, vous êtes dans le cas d'infection aiguë. Dans le cas d'infection récente, vous avez des symptômes, la RT-PCR est négative, vous avez des anticorps IgG, IgM. Dans le cas d'une infection tardive, vous avez encore des symptômes, la RT-PCR est négative, IgM plus ou moins commence à disparaître et vous avez des IgG. Une infection ancienne, vous n'avez plus de signes cliniques, la RT-PCR est négative, les IgM ont disparu et vous avez des IgG. Évidemment, si vous n'avez pas de symptômes, pas de PCR, pas d'IgM, pas d'IgG, vous êtes dans l'absence d'infection. Alors, pourquoi ça reste une infection aiguë? On reprend le schéma tout à l'heure. Vous voyez que là où se croise la courbe de RT-PCR et la courbe IgG-IgM, c'est là donc où vous avez des anticorps et vous avez une PCR encore positive. Alors, quel est l'outil diagnostique pour le COVID, la COVID et la grippe? Le diagnostic de la COVID ou de la grippe doit être conforté par un test virologique RT-PCR qui permet de détecter l'ARN virus. Donc, on peut faire soit RT-PCR pour le COVID, soit pour la grippe. Mais vous avez des tests qui existent actuellement avec un seul prélèvement nasopharyngé. Vous pouvez faire un double test grippe-COVID et on vous donne le résultat. Et vous avez même des tests multiplex qui permettent de détecter simultanément plusieurs agents infectieux, virus, bactéries, à partir d'un même prélèvement et avec la même technique PCR. Vous voyez ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Vous voyez ici donc un test, 23 cibles et résultat environ 45 minutes. Vous voyez donc le SARS-CoV-2 qui peut être recherché, les virus de la grippe A et de la grippe B, mais aussi H1N1, etc. Vous avez aussi des bactéries, Vortella pertussis, Vortella parapertussis, etc. Donc, vous avez la possibilité d'avoir le résultat sur 23 cibles. En conclusion, le RT-PCR est le meilleur test pour le diagnostic, que ce soit pour le COVID ou pour la grippe. Les tests antigéniques ne sont intéressants que quand la charge virale est élevée, donc les cas symptomatiques, et les tests sérologiques, peu d'intérêt pour le diagnostic, c'est plutôt pour le diagnostic retardé. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, professeur Benabadi, pour votre communication, très intéressante aussi, pour les messages généralistes. Professeur Douagui, vous êtes avec nous? Bien sûr. Nous allons commencer la discussion. Donc, je remercie à mon tour le professeur Benabadi de cette magnifique conférence qui va certainement susciter beaucoup de questions. Donc, dans le cadre de la modération, on va prendre, il y a exactement 19 questions. Et dans le cadre de la modération claire, donc les deux premières questions, je vais les modérer ensuite. Les deux prochaines questions, ce sera le docteur Tafat et ainsi de suite jusqu'à la fin. Première question, si le mode de transmission est le même pour les deux virus, peut-on conclure que les mesures restent les mêmes pour casser leur transmission? Alors, je vais répondre et puis donner la parole au docteur Tafat s'il a des compléments d'information à donner. Également, au professeur Benabadi, ça sera une discussion très interactive. Bien entendu que les mesures restent les mêmes, mais la première des mesures, c'est les mesures barrières. Elles sont essentielles dans le développement et l'évolution à la fois de la grippe saisonnière sévère ou du Covid-19. Le deuxième élément, c'est surtout pour le Covid-19 dans sa forme de gravité, c'est naturellement le confinement des cas positifs et des cas suspects. Tout cela entre dans la diminution et de casser la transmission. Le troisième élément, c'est de traiter les malades. Il s'agit de les diagnostiquer et de les traiter et de surveiller qu'ils ont été correctement traités, qu'ils sont guéris par des contrôles. Et enfin, la dernière, c'est la vaccination. Et la vaccination, vous le savez, c'est au moins 60% de la population pour pouvoir casser la transmission du virus. Docteur Tafat, avez-vous un commentaire supplémentaire? Non, juste pour dire qu'effectivement, cette année, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre communication, on n'a pas eu beaucoup de cas de grippe cette année par rapport aux années précédentes, justement, grâce à ces mesures barrières. Parfait.
Alors, deuxième question, le professeur Benabadji n'a pas de commentaire à faire. Deuxième question, la place des corticoïdes au 7e jour dans la thérapeutique. Le collègue ne précise pas quelle thérapeutique, quelle maladie. De toutes les façons, la corticothérapie est une indication particulière. Et la corticothérapie dans le Covid-19, c'est naturellement pour lutter contre l'orage cytokinique et inflammatoire extrêmement important. Donc, on sait aujourd'hui que dans les formes sévères, au-delà au moins de 10% de lésions parenchymateuses, il faut donner une corticothérapie. Dans les formes sévères de grippe saisonnière sévère, on peut être aussi amené à donner une corticothérapie pour lever l'inflammation et lutter contre l'inflammation. Et comme nous sommes des médecins, nous devons aussi tenir compte d'un certain nombre de problèmes liés au malade lui-même, notamment des comorbidités. Si le malade a une hypertension artérielle, si le malade a un ulcère en évolution, si le malade a une pathologie qui peut limiter la corticothérapie, eh bien, on sera amené à réfléchir et à prendre des décisions. Mais dans le Covid-19, il est clair que quand il y a un storm cytokinique, un orage inflammatoire dès le début, c'est ça qui va sauver le malade. Plus tôt on donnera les traitements de corticoïdes dans les formes sévères de Covid-19, plus le malade aura les chances de s'en sortir. Docteur Tafat, un commentaire? Non, ça va. Vous avez tout dit, c'est bien. Parfait. Vous prenez le relais pour les deux questions suivantes. Justement, à propos de corticothérapie, après une brève cour, donc un bref traitement de 5 jours, on peut se faire vacciner combien de jours après? Il faut d'abord se poser la question, comme disait mon maître, M. Jacques Charpin, la médecine, c'est 95% de connaissances et 5% de connaissances. Il faut savoir pourquoi le malade a reçu 5 jours de corticoïdes. Et donc, il faut se poser la question, quelle est l'indication de cette corticothérapie? Si c'est une corticothérapie pour laquelle il y avait une bronchopneumopathie en exacerbation ou une crise d'asthme sévère, on sait aujourd'hui que toute vaccination doit nécessiter d'abord un contrôle. On parle aujourd'hui du contrôle de l'asthme, du contrôle de la BPCO, des exacerbations de BPCO. Donc, il faut voir pour quelles raisons on a donné 5 jours de corticothérapie. De toutes les manières, les malades doivent être vaccinés, quelles que soient les indications, quand ils sont en bonne santé et quand ils ont une maladie chronique contrôlée. Donc, les choses sont absolument claires. C'est savoir pourquoi on a donné 5 jours de corticothérapie, contrôler la maladie, quelle qu'elle soit, et ensuite vacciner sans aucun problème. Docteur Tafat? Très bien. Professeur Benabadji, vous avez quelque chose à ajouter? Non, je suis d'accord avec le professeur Douagui que la vaccination, il faut la faire. C'est le seul moyen de se protéger actuellement. Très bien. La question suivante, je pense qu'on a déjà répondu à notre consoeur. Alors que la Covid-19 fait des ravages cette année, on a vu moins de malades de grippe, ce qu'on a dit tout à l'heure. Est-ce que la COVID, c'est le Covid, le virus, qui a fait disparaître la grippe saisonnière ou le virus seulement a été privé de ses vecteurs de transmission habituels? Je pense que la réponse, elle est toute claire. On a donné la réponse. On a donné la réponse. C'est parce que cette année, nous avons été un petit peu comme les Asiatiques, c'est-à-dire porter le masque. Vous savez que les Asiatiques, quand ils sont en la grippe ou le rhume, ils portent le masque pour protéger les autres. Et donc, je pense que la grippe a été diluée entre les formes de grippe et de Covid dont on n'était pas capable de faire le diagnostic de certitude. Je suis persuadé qu'on a pris les uns et les autres des grippes pour des Covid et des Covid pour des grippes dans leur forme bénigne, j'insiste beaucoup, dans leur forme bénigne, parce qu'il n'y avait que le test de PCR qui pouvait faire la différence. Et le fait de porter à grande échelle le masque a permis de diminuer l'apparition de la grippe. Ça, c'est clair et net. Exactement. Les deux prochaines questions sont les suivantes. Est-ce que les personnes vaccinées contre la grippe auraient moins de risques de développer une forme grave de Covid-19? Alors, je vais parler sur le plan clinique, donner la parole au docteur Tafat pour avoir son avis, et ensuite donner le point de vue de l'immunologiste. Je pense, en ce qui me concerne, que ce sont deux choses totalement différentes. Le virus de la grippe et le virus du Covid-19 sont deux virus tout à fait différents, et que les personnes vaccinées contre la grippe n'auront pas moins de risque de développer. C'est autre chose.
ils pourront avoir une forme bénigne de Covid-19 ou avoir une forme bénigne, sévère de Covid-19. Donc, cette question est très intéressante parce que on ne sait pas, en fait, quel est le nombre de personnes qui a pu développer à la fois un Covid-19 et une grippe, et quelle a été les révolutions. C'est une question extrêmement intéressante, mais qu'il fallait prendre deux cohortes, et à la fois, c'est dans ces cohortes, notamment dans les formes bénignes et graves, faire les tests de la grippe, une PCR de grippe, une PCR de Covid, et vérifier réellement quelle était répondre à cette question. Docteur Tafat, un commentaire? Je dirais que c'est vrai qu'un vaccin contre la grippe n'agit pas contre le vaccin de la Covid. Donc, pour moi, une personne qui est vaccinée contre la grippe peut faire effectivement une forme grave de la Covid. Je ne sais pas s'il y a des études dans ce sens, vous l'avez dit. Je ne pense pas qu'il y ait des études qui ont été faites jusqu'à maintenant dans ce sens, mais je ne pense pas qu'il y ait une relation entre les deux vaccins. Professeur Benabaji. Oui, je confirme parce que c'est deux vaccins totalement différents et ça va appeler les anticorps vont aller vers un antigène particulier du virus de la grippe ou bien du virus du Covid. Donc, ce n'est pas lié. Oui, ce n'est pas lié. Alors, l'autre question, c'est on n'est pas obligé de toutes les questions, oui, qui sortent du sujet. Non, ça ne fait rien. Non, mais on va les choisir. Pourquoi le virus du variant britannique est plus tant contagieux que le virus initial? C'est Benabaji qui va répondre. Le virus du variant britannique, donc le variant britannique est plus contagieux pour la simple raison qu'il y a des mutations au niveau du spike. Et ces mutations font qu'ils vont avoir beaucoup plus de facilité à se fixer sur le récepteur d'enzyme de conversion à l'enzyme sensible 2. Et à ce moment-là, donc, il va y avoir beaucoup plus de virus. Ça va être beaucoup plus grave pour la personne atteinte. Et surtout, ce qui va se passer, c'est que la personne atteinte va libérer beaucoup plus de virus. Donc, quand elle va tousser, quand elle va parler, elle va évacuer plus de virus qui font que la contagion va être plus importante. À toi, les indications et la modalité de prise de la corticothérapie dans la COVID-19. Je l'ai répondu tout à l'heure, c'est toutes les formes sévères. Il y a pas mal d'enquêtes qui sont en train d'être menées, même chez nous à Ben Messous. C'est lutter contre l'orage cytokinique et donc l'inflammation, c'est elle qui va tuer le malade. Avec le schéma que je vous montrez concernant les complications et les défaillances des différents organes, avec vraiment ce syndrome inflammatoire, cet orage cytokinique. Donc, les indications sont claires. Dès qu'un malade a plus de 10% de lésions, on n'hésite pas à donner la corticothérapie. Professeur Benabaji, je pense que cette question est pour vous. Est-ce qu'une PCR positive veut dire systématiquement Covid+, sachant que la PCR peut être positive pour n'importe quelle infection virale? Non, la PCR, si vous faites une PCR pour rechercher la Covid, vous faites une PCR pour chercher la Covid. Vous n'avez pas trouvé une chance de chercher la Covid. Si on a du matériel génétique de la Covid, ça sera positif et ce sera le Covid. Après, on peut chercher une PCR pour l'infection de la grippe. À ce moment-là, on ne cherche pas le virus de la grippe. Ça dépend de ce qu'on cherche. Vas-y, Alfred. Et les patients Covid qui ont été atteints de Covid, comme moi, est-ce qu'une seule dose de vaccin suffit ou bien il faut 2 doses? Alors, très belle question. On va demander l'avis de l'immunologiste et de clinicien. D'abord, il faut dire à nos amis que quelqu'un qui a le Covid, qui a été traité pour le Covid, il doit attendre d'abord 3 mois avant de se faire vacciner. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. On ne se fait pas vacciner 3 mois avant. Donc, on attend 3 mois et on se fait vacciner. Et il y a 2 écoles actuellement dans le monde. Très belle question. Il y a 2 écoles dans le monde qui disent qu'une seule vaccination peut suffire dans certains vaccins, mais que dans d'autres vaccins, il faut 2 injections. Je vais laisser à mon ami, le professeur Benabaji, le soin de nous répondre sur le plan immunologique. Oui,
Donc, si vous voulez, le fait d'avoir fait un Covid, c'est comme si vous avez eu une première injection. Donc, la logique voudrait qu'on fasse une seule injection si on a fait un Covid. D'autant plus que, apparemment, les recommandations de l'OMS disent qu'il faut faire une seule injection. Donc, là, si vous avez fait un Covid, vous faites une seule injection de vaccin et pas les, selon les recommandations de l'OMS. Autre chose, alors, sensibilité et le moment de demander un antigène et sérologie de Covid-19. À quel moment demander ces examens? Quelle est la sensibilité de l'un et de l'autre des examens? Il a clairement dit, mais répète-le, c'est un retardataire, à mon avis. Pour les tests RT-PCR, il faut faire les 7 premiers jours de clinique, c'est le moment où on va chercher les maximum. Pour les tests antigéniques, c'est les 4 jours de signes cliniques aussi. Plus vous éloignez des symptômes, moins vous avez de chance d'avoir une positivité. Pour la sérologie, on sait que les IgM apparaissent à partir on va dire, du 7e, 8e jour et que les IgG apparaissent à partir du 14e jour. En fait, vous faites la recherche d'IgM, on va dire, à partir du 10e jour et les IgG à partir du 15e jour. Une autre question intéressante, peut-être tu prends le relais par la suite. En ce temps de pandémie, est-ce que ces tests et ces techniques sont pratiqués chez nous? Est-ce qu'ils différencient bien la grippe du Covid-19? Le diagnostic de la grippe reste-t-il essentiellement clinique? Dans les tests, là, on fait actuellement les PCR pour de la grippe et on fait les RT-PCR pour la Covid-19. Après, il y a assez de tests pour le faire, ça c'est une autre question. Mais les tests existent. La question qui est très intéressante aussi, on sait que les souches de Covid-19 ne sont pas identiques. Et cela est dû à des mutations, par exemple. La souche américaine de Covid-19 est plus virulente que la souche européenne et africaine. Quelle est la différence avec le variant? Moi, je vous ajoute encore une question, professeur Douagui, dans le même sens. Pour le variant anglais, par exemple, est-ce que c'est la même attitude thérapeutique? Alors, d'abord le plan immunologique et ensuite… D'abord, premier, mon ami Mouzaoui. Non, pour les variants, ça veut dire quoi? Variant, ça veut dire qu'il a subi des mutations. Et selon les mutations, donc on peut parler de variants anglais, brésiliens, sud-africains, plus on n'en parle pas, mais ça va venir. Il y a des nouveaux variants en Hongrie, aux États-Unis, en Slovaquie. Donc tout ça est à l'étude. Et en fait, ça va dépendre du type de mutation et à quel niveau se fait la mutation. Donc, si la mutation, par exemple, on parle beaucoup du variant anglais parce que les mutations se font au niveau du spike. Et le spike, c'est lui qui va se lier à l'enzyme, un récepteur enzyme de conversion. Le professeur Benadji me tend la perche pour rappeler sur le schéma que je vous ai présenté au début, la problématique d'un Covid-19 qui soit de souches différentes. Il va s'agripper à l'enzyme de conversion de l'angiotensine, va rentrer dans les cellules, se multiplier, entraîner un syndrome d'un orage cytokinique, un syndrome inflammatoire. Malheureusement, ce mutant va aussi aller se localiser dans les organes nobles, que ce soit le cœur, le rein, le foie. Entraîner ce syndrome inflammatoire diffus va entraîner un syndrome de défaillance multiviscérale et donc les conséquences seront les mêmes. Le traitement est absolument le même. Nous n'avons pas encore de mutant pour le moment hospitalisé, mais le traitement sera absolument le même. J'attire votre attention. Il n'y a pas de traitement du Covid-19. Ce ne sont que des traitements, j'allais dire, qui limitent les complications et les dégâts. Nous n'avons pas de traitement qui est un curatif pour traiter le Covid-19. Donc, ce sont des traitements qui limitent l'inflammation, qui essayent de réparer les défaillances, toutes les défaillances cardiaques, respiratoires, etc. Physiothérapie. Mais nous n'avons pas de traitement du Covid-19 pour le moment. Alors, j'ai deux questions pour mon ami le professeur Benabadji. Quelle différence de coût et de sensibilité
entre tests antigéniques et RT-PCR. Donc, les tests antigéniques sont bien sûr beaucoup moins chers que les RT-PCR. Je crois qu'ici en Algérie, c'est 3 000 à 4 000 dinars et la RT-PCR, c'est le double. Il faut savoir que la sensibilité n'est pas du tout la même, parce que les tests antigéniques sont beaucoup plus spécifiques. Et donc, si vous avez un test antigénique positif, c'est en dehors d'une contamination, c'est qu'il y a la présence du Covid-19. Une autre question, s'il vous plaît, est-ce que le patient atteint de Covid-19, l'immunité chez lui est durable? Est-ce que la réinfection par le SARS-CoV-2 est possible? Quelle est la durée de l'immunité? Est-ce qu'on peut être réinfecté? On ne sait pas trop pour la durabilité, c'est clair, mais on sait que c'est entre 6 et 8 mois en général. Ça, c'est pour la première question, la durabilité. Alors, est-ce qu'il y a une réinfectation? Il y a des cas qui ont été décrits comme quoi il y a une réinfectation de Covid-19 de personnes qui avaient eu la Covid déjà. Est-ce qu'on peut avoir une explication de ces réinfections? C'est-à-dire que vous n'avez plus d'anticorps. L'immunité n'a pas fonctionné. Tout à fait. Des questions, c'est Abdelkader. Oui, avant de poser une question, les organisateurs, je crois que votre sang, et il y a un écho, on ne vous entend pas très bien. Essayez de nous régler ça, mes amis les organisateurs, essayez de nous régler le son. Alors, que pensez-vous de l'évolution de la progression de la Covid-19 dans les grandes villes européennes par des prélèvements des eaux usées? En ce qui me concerne, je n'ai aucun commentaire et aucun lien entre les eaux usées et le Covid-19. Je n'ai pas, sur le plan physiopathologique et des lectures bibliographiques internationales que j'ai pu lire, elles sont nombreuses depuis longtemps, les modes d'infestation et d'infection sont clairs. C'est par la bouche, c'est par les muqueuses, mais je n'ai pas d'information qu'il y ait de contamination par les eaux usées, même si on sait qu'il y a des formes digestives qui peuvent bien entendu entraîner une contamination des eaux usées, mais à ma connaissance, j'ai d'informations qui précise ce mode d'infestation. Je pense que l'intérêt de ce qui se fait en Europe, c'est de voir les eaux usées, c'est pour savoir quel est le pourcentage de virus qui circulent. C'est beaucoup plus sur ça. C'est-à-dire qu'après, vous avez quand même une évacuation par les selles, les eaux usées qu'on va retrouver. Donc, plus le nombre est important, plus ça veut dire que le Covid est en train de bouger. Une autre question pour mon ami le professeur Benabati. Quelles conséquences ont les mutations de la protéine Spike sur le Covid-19 et la cellule hôte? Très bonne question. Je félicite le candidat. Alors, oui, effectivement, c'est une très bonne question. Vous avez, comme je l'ai expliqué, différentes mutations. La conséquence, c'est que, en particulier pour le variant anglais, il y a une délétion. Il y a une perte de nucléotides. Ça donne quoi? Ça va rendre plus difficile la fixation des anticorps sur le virus. Donc l'immunité va diminuer. Il y aura l'échappement au système immunitaire. Vous avez ensuite la N501, la mutation N501Y qui va augmenter, faciliter la fixation du virus sur l'enzyme de conversion, ce qui va entraîner une plus forte contagiosité et il va y avoir une charge virale plus importante et une contagiosité plus importante. Et vous avez aussi la mutation, par exemple, le E484K, qui elle aussi, semble-t-il, va diminuer la vulnérabilité aux anticorps. Donc, on va avoir un échappement de la réponse immunitaire vis-à-vis d'un des risques. C'est de l'échappement immunitaire. Une autre très belle question, est-ce que si le test antigénique est négatif, faut-il faire un test PCR automatiquement? Si vous avez des signes cliniques et que le test est négatif,
peut-être qu'il faudra faire une PCR pour voir, parce que je vous ai dit qu'il y a beaucoup de faux négatifs avec les tests antigéniques. Mais le faire automatiquement, je ne pense pas qu'il faille le faire automatiquement. Dépendant des symptômes. J'ai une très belle question. L'auditoire est merveilleux aujourd'hui avec ce webinaire. Est-ce que les vaccins actuels sont-ils efficaces sur les nouvelles souches des variants? Merci à ce médecin qui a posé cette très belle question. Alors, quand on fabrique un vaccin, il va avoir pour cible différents antigènes du virus. Donc, s'il y a une mutation, pour les variants, il y a des mutations, peut-être qu'il y a des déterminants antigéniques qui vont disparaître, mais il y aura toujours une réponse vis-à-vis des autres déterminants antigéniques. Ce qui veut dire qu'il y aura une réponse, mais elle sera peut-être un peu moins importante que quand il n'y a pas de variant. L'avantage du virus à ARN, justement, c'est la vitesse de fabrication qui est de à peu près 6 semaines. On peut reprendre le virus et fabriquer un virus pour le nouvel antigène qui est apparu. Abdelkader, c'est une question pour toi et un commentaire pour toi. Tout à l'heure, tu as, dans une diapositive, recommandé aux gens de référer le malade s'il a une saturation à moins de 90%. Je voudrais attirer l'attention de vos collègues que moins de 90%, c'est directement la réanimation. Donc, le médecin généraliste doit référer en urgence absolue à moins de 94% de la saturation en air ambiant. Parce que dès qu'on arrive à 90% dans un cabinet médical, ça veut dire que le malade est en situation de gravité particulière. Donc, au niveau d'un cabinet médical, saturation de moins de 94%, c'est directement à l'hôpital. Si on a la possibilité de faire un scanner immédiatement, ça, mais si on n'a pas la possibilité de faire un scanner dans les 2 heures qui suivent, il faut absolument référer le malade en urgence respiratoire. Est-ce que tu as un commentaire à faire là-dessus, Siad Khaled? Non, c'est vrai que les chiffres, parfois, on dit que c'est 90, 92, 94, mais là, vous venez de confirmer en tant que spécialiste, c'est 94. Donc, voilà, au-delà de 94, donc il faut envoyer à l'hôpital. Absolument. Mais on a dit, il faut avoir le saturomètre au niveau de son cabinet médical. C'est très, très important. C'est l'un des moyens le plus efficaces, justement, dans le cas en cette période, dans le cas de Covid. Très, très important. C'est un outil essentiel, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va clôturer. Je crois que, pourquoi on n'a pas autorisé les médecins généralistes à faire la vaccination? Peut-être, si Al-Khadel, tu peux répondre? Bon, vous savez, c'est une question, c'est un peu d'organisation. Il y a toujours, vous savez, dans ce genre de situation, parfois on est souvent dépassé, il y a des décisions qui ne sont pas prises dans le bon sens, mais c'est comme des moyens de protection au début de la pandémie. Et puis, moi, c'est une question de quantité. Maintenant, je pense qu'au niveau de toutes les régions, c'est réglé. Je l'ai toujours dit qu'il ne faut pas faire dans ce genre de situation une différence entre un médecin libéral et un médecin de santé publique. La vaccination, je ne sais pas si c'est la question, la vaccination doit être faite pour les médecins, aussi bien libéral que public. Si la question a un autre sens, est-ce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le médecin généraliste peut être impliqué dans la campagne de vaccination? Je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, on peut, nous, médecins généralistes, vacciner les gens en ce moment. Je pense que c'est un peu difficile. D'abord, on doit concentrer le vaccin au niveau des structures bien définies. Vous savez qu'il y a le conditionnement, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Donc, ce n'est pas possible pour un médecin généraliste de faire des vaccins actuellement. Pour ça, juste une question des centaines de fois. J'aimerais bien avoir votre réponse à ce que Mme Navaji. Elle a été posée des centaines de fois dans les webinaires. Je pense du moment qu'elle a été posée des centaines de fois, c'est qu'on n'a pas eu d'éléments de réponse. Est-ce qu'il y a l'immunité, est-ce qu'elle est durable?
est-ce qu'une réinfection est possible? Mais on a répondu à cette question. On vient de répondre à cette question. On ne sait pas. On ne sait pas. Le professeur Belabadji a répondu à cette question, mais il va répondre de nouveau. On ne sait pas. On vous entend pas très bien. Effectivement, il y a eu des cas, même plusieurs cas, qui ont été de réinfestation, qui ont été publiés. Donc, il n'y a pas de doute qu'il y a des cas de réinfestation de la COVID. Le système immunitaire nous joue des tours et si les réinfestations itératives répétées, ça veut dire que notre corps n'a pas suffisamment fabriqué d'anticorps et donc de nouveau confronté à un virus, et bien le virus a pu pénétrer facilement et induire une deuxième réinfestation. Ça existe dans la tuberculose. La réinfestation existe, nous connaissons ces problèmes. S'il n'y a plus d'autres questions, je voudrais donner la parole à mon ami le professeur Belabadji pour le mot de la fin. Ensuite, je dirai le mot de la fin. Je donnerai la parole au docteur Tafat pour conclure la session et la parole au docteur Toumi pour conclure le webinaire. Donc, professeur Belabadji, le mot de la fin. Merci, professeur Douri. Donc, je voulais dire que, surtout remercier Pharma Alliance d'avoir organisé ce webinaire. Je vois, d'après les questions qui ont été posées, que ça intéresse beaucoup de médecins. On va essayer de répondre au mieux qu'on ait pu. Il faut savoir que, et ça, il faut que tous les médecins le sachent, nous n'avons pas toutes les réponses. Et qu'il faudra attendre beaucoup de temps avant d'avoir toutes les réponses pour ce virus. Donc, quelquefois, vous posez des questions, vous essayez de savoir, et des fois, il n'y a pas de réponse. On ne sait pas encore. Il faut être patient et on va essayer d'utiliser les éléments que nous avons en main pour gérer ce. Voilà. Merci, professeur Belabadji. Tu as tout à fait raison. Rappelez-vous le début de la Covid. Avant, on disait qu'il ne fallait pas donner d'anticorticoïdes, de ne pas donner d'anti-inflammatoires. Et puis, finalement, on s'est aperçu qu'il y avait un aura cytochimique. Donc, c'est un Covid-19 pour lequel il y a encore beaucoup de mystères. Les équipes sont en train de travailler. Et je trouve que c'est fantastique qu'il y ait déjà 9 ans après plusieurs vaccins. Et ça, c'est un effort mondial. Je voudrais, s'il vous plaît, à la fois pour le médecin généraliste et le médecin spécialiste, 85% des grippes et des Covid-19 peuvent être traités par les médecins généralistes à leur cabinet. Il faut simplement référer dès que vous avez des facteurs de gravité. Donc, l'interrogatoire est capital pour détecter rapidement un facteur de gravité, les facteurs de gravité, l'âge, les comorbidités, etc. L'évolution de la maladie, la saturation. Tous ces facteurs de risque doivent être absolument identifiés. Aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas faire de PCR. Alger n'est pas l'Algérie. On ne peut pas faire de PCR. On ne pouvait pas faire de PCR au tout début. Maintenant, c'est un peu plus facile. Mais n'hésitez pas à vous entourer d'un autre examen qui est aussi spécifique, aussi bon, pas aussi bon que la PCR, qui est le seul examen positif, qui est le scanner. Donc, docteur Tafat, je vous recommande, dans le cadre du très beau travail que vous êtes en train de faire dans la formation des médecins généralistes, insister sur la lecture des TDM pour les médecins généralistes. C'est extrêmement important dans cette période de pandémie Covid-19 qui va encore rester, j'en suis convaincu, encore une année ou 2 ans, ou la retrouver dans quelques années. Le troisième élément, nous n'avons pas de traitement. Nous n'avons pas de traitement et nous ne traitons que les conséquences. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vite vous avez fait le diagnostic précoce de la maladie et envoyé aux structures, c'est là que vous donnerez le maximum de choses. Dernier message, avant-dernier message, attention de ne pas baisser la garde. Les mesures barrières doivent être encore conservées jusqu'à la fin de l'année 2021 et peut-être plus tard. Et enfin,
les collègues, je vous le dis, je vous le répète, faites-vous vacciner. Je me suis fait vacciner par Sputnik 5 et je m'en porte très bien. Il y a des petites réactions de fatigue, de petits frissons, mais il vaut mieux se faire vacciner avec Sputnik 5, avec AstraZeneca ou avec Sinopharm, qui vont vous prémunir pour les formes graves de Covid. C'est ça le rôle du vaccin, vous prémunir contre les formes graves de Covid-19. Je tiens à remercier de nouveau les deux autres conférenciers et notre co-modérateur, le docteur Tafat, et le laboratoire Pharmalliance. Et je donne la parole au docteur Tafat pour clôturer ce séminaire. Merci beaucoup, professeur Douagui. Effectivement, je remercie le laboratoire Pharmalliance pour tout ce qu'il est en train d'entreprendre pour la formation continue de nos médecins. Je vous remercie à vous pour l'intérêt que vous portez à ce genre d'initiative. Ces webinaires sont faits pour vous. Ces webinaires sont là pour répondre à vos questions, à vos attentes. J'espère que ce soir, on a été à la hauteur. Et comme a dit le professeur Douagui, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Le danger persiste. Protégez-vous. Faites bien attention à vous. La population, actuellement, on a ressenti un relâchement total, malheureusement. Il faut sensibiliser les gens autour de vous et prenez vos précautions. Je remercie le laboratoire Pharmalliance et je donne la parole donc à Mme Toumi pour clôturer ce webinaire. Merci, Dr Tafet. Merci, professeur Douagui. Merci. On veut vous voir. Merci, professeur Benabadi, pour vos excellentes communications. Merci à tous d'avoir été présents et d'avoir participé à ce webinaire. Le laboratoire Pharmalliance vous donne rendez-vous bientôt pour de nouveaux webinaires scientifiques. Merci encore une fois à tous et je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.